ou si le terme jugement rebute, il convient cependant d'insister sur la pertinence de la mise entre parenthèses husserlienne dans l'exercice de la contemplation pour prendre conscience de ce qui s'est présenté à elle, à la conscience, et en opérer la critique. Donc je pense qu'il y a un rapport entre le jugement en art et puis l'épopée husserlienne aussi, ce moment de mise entre parenthèses de ce à quoi tout un discours ou une glose autour de l'œuvre renvoie pour apprendre vraiment à contempler ou auditionner une œuvre. Si nous avons posé à l'initiale de notre étude le texte d'Augustin, ce n'est pas tant en raison de son antériorité sur les écrits des philosophes et des artistes qui servent à étayer mon propos, que pour le champ de questionnement qu'il permet de délimiter. Il est également parlant dans la mesure où il reste proche de l'expérience la plus commune de l'expression artistique, une voix module et anime par ses accents propres un sens déjà donné dans un texte. La question qui doit maintenant nous occuper, par quoi nous abordons un essai de détermination de la notion d'expression en soi, est de savoir comment en rendre compte dès lors qu'elle ne s'adosse pas à un sens déjà donné dans un argument littéraire. Donc c'est toute la question. Comment on tend vers l'abstraction, vers l'expression en soi, dès lors qu'elle n'est plus expression, voilà, d'un sens qui serait communiqué par telle ou telle forme d'expression. Quels sont les régimes de production du sens permis par des moyens artistiques particuliers à chaque idiome? Donc là, ce qu'il faut remarquer, c'est que je conserve la notion de sens. Alors on voit déjà que j'essaie de prendre mes distances avec l'idée de signification, signification étant le signe qui renvoie à quelque chose en son absence, raison pour laquelle j'ai parlé des expressivités errantes de M. Scherer au début. Par contre, la question du sens, je la maintiens parce qu'en musique, du moins, il faudra s'interroger après sur cette question en peinture, mais la question du sens en musique, elle ne peut pas être évacuée puisqu'il y a différents régimes de production du sens. Dans la musique médiévale ou la musique renaissante, il y a le rapport aux proportions, vous savez, du monocorde, etc., avec une symbolique religieuse, etc., qui est spécifiquement mise en musique. Vous avez aussi, plus proche de nous, dans la musique contemporaine, le sens qui naît de la coalescence des connotations associées aux citations. La Sinfonia de Berio, par exemple. Berio, Sinfonia, où tout le deuxième mouvement, c'est un empilement de citations d'œuvres du passé. Et vous avez donc un sens qui naît de la coalescence de tous les sens en présence. Berio, Sinfonia. Deuxième mouvement ou troisième. Et puis vous avez un exemple exceptionnel, c'est Photoptosis de Bernd Alois Zimmermann. Alors Zimmermann, il est de la génération, je ne sais pas, de 10 ans plus jeune que la génération des Boulez, Stockhausen, etc. C'est quelqu'un qui a été un petit peu ostracisé parce que plus vieux de 10 ans, il a moins marché dans la clique structuraliste. Alors Photoptosis, il a basé son inspiration, l'œuvre est ultra rigoureuse et la manière dont les citations s'intègrent dans l'ensemble de l'œuvre, c'est composé quoi, au sens plein, mais il s'est inspiré d'une installation de Yves Klein pour la banque, dont j'ai oublié le nom, à Gelsenkirchen. Vous avez une immense installation de Yves Klein. Photoptosis, ça veut dire incidence de lumière. Et ça l'a simplement inspiré pour le déploiement et le moment climatique de son œuvre, où il y a une sorte de son blanc, de sonorité saturée, qui correspond à... Voilà, mais encore une fois, c'est une analogie, parce que en termes de composition, il n'y a pas d'analogie possible avec Yves Klein, mais en termes d'évocation poétique, c'est très légitime. Et il est aussi, pardon, je vous le mentionne aussi, très connu pour un opéra qui s'appelle Die Soldaten, mais qui est peut-être, après le Loulou de Berg, vraiment le dernier opéra iconique, vraiment. Alors lui, très marqué aussi par Saint-Augustin, par sa lecture de la mise en présence simultanée des différentes sphères de temps. Vous avez des scènes qui représentent différents moments de l'action
et qui correspondent à l'idée de la Kugelgestalt, la sphéricité du temps. Kugelgestalt, c'est donc la Kugelgestalt, c'est la sphéricité du temps. Qu'est-ce que c'est que ça signifie? La sphéricité. Donc, cette question de l'expression et de l'abstraction. Un article de Michael Dufresne, Expressivité de l'abstrait, s'avère un guide sûr dans cette voie. Alors, c'est un article qui traite de la peinture de Lapoujade, et ce qui est intéressant, c'est que cette même exposition de Lapoujade qu'a visité Dufresne, elle a été l'occasion pour Sartre, dans le 4e tome des situations, d'un article sur Lapoujade aussi. Donc c'est intéressant de voir comment l'un et l'autre peuvent réagir. Je ne distinguerai pas outre mesure entre expression et expressivité, celle-ci désignant la qualité abstraite qui s'attache à l'adjectif expressif, celle-là, donc l'expression, étant formée à l'aide d'un suffixe substantivant. Donc oui, au début je commençais à me casser la tête, expression et expressivité, mais en fait non. Il n'y a pas lieu d'intriguer entre les deux termes. Le mérite premier du texte de Dufresne est la mise en lumière du rapport existant entre abstraction et expressivité. Étant entendu que, je cite, « L'important est peut-être de ne pas confondre non-configuration et absence de sujet. » Fin de citation. Cette remarque est décisive, car elle implique le rôle joué par la composition, à savoir, en d'autres termes, la configuration, la mise en forme comme domaine indépendant de la sphère de l'expérience esthétique. Prolongeant sa réflexion, je l'axiomatise. Si l'abstraction picturale est composée, autrement dit, si la composition joue en deçà de l'absence ou de la présence d'un sujet représenté, alors la composition est elle-même le moment d'abstraction de l'œuvre. Elle révèle son autonomie et réfute l'opposition classique faite entre représentation et abstraction. Elle est une qualité interne à toute production. C'est dans le moment de la forme que l'art accède à la conscience de soi-même, et c'est dans la dignité qu'il acquiert par là qu'il devient susceptible d'une reprise par une esthétique philosophique. L'intérêt de cette vue est de disjoindre la question de l'art de celle de sa contextualisation sociale. Donc si j'en fais une forme d'en deçà compositionnelle de toute production, il ne s'agira pas de dire être art ce qui à un moment est présenté dans une galerie ou dans un musée, etc. C'est une donnée qui précède la reconnaissance de ce qu'on dit être de l'art. Et composition, c'est pas à entendre au sens nécessairement musical. N'est pas art ce qui est dit être de l'art, l'art le dit de lui-même, ou l'art se dit de lui-même, à savoir la présentation d'une forme, donc les rapports expressifs, et ça pose toute la question. Donc là, je me cantonne au domaine des beaux-arts, mais vous avez aussi beaucoup de questionnements avec l'art contemporain, de la contextualisation qui définit le moment où une œuvre va s'appeler œuvre, à savoir la reconnaissance sociale de l'art, alors que j'essaye d'abstraire les productions de ce moment de reconnaissance et de voir que la propriété immanente de ce qui fait que l'art est art. Donc, ou comment, alors, n'est pas rare ce qui est dit être de l'art, l'art le dit de lui-même. Ou comment un simple agencement décoratif peut supplanter une œuvre qui s'autorise de la majesté de ses commanditaires et du prestige du lieu où elle est exhibée. Et je mets en anecdote, Matisse s'enorgueillissait et tirait sa plus grande gloire de la destination décorative de son œuvre. L'esthétique ainsi envisagée est le registre mineur de la philosophie, au sens valorisant qu'ont donné à ce terme Gilles Deleuze et Félix Guattari, par son refus des préséances sédimentées dans l'histoire de l'art. Donc à travers ça, il y a aussi cette question donc, que j'essaie non pas de trancher, mais de délimiter entre philosophie de l'art, esthétique, et histoire de l'art aussi. Quelle est la contribution de l'histoire de l'art, mais quels sont les problèmes aussi amenés par les différentes disciplines. Donc il s'agit toujours de redéblayer le questionnement, ce qui ça m'intéresse beaucoup plus pour l'heure que de présenter une pseudo-théorie. Mais se rendre passible à la singularité d'une œuvre, c'est voir en quoi son sens, et non sa signification, c'est tout mon propos, est immanent au sensible.
Si les vrais problèmes philosophiques se posent dans un champ d'immanence, l'esthétique est aussi bien une propédeutique qu'un couronnement. Cette relation entre une abstraction originaire, donc la composition, et des procédures internes de cohérence, à tout énoncé artistique, dans le moment où elle est perçue, c'est ce que je nomme l'expression. Elle est le corollaire d'une expérience esthétique qui fait connaître l'œuvre, partant qui en rend possible l'objectivation comme objet de connaissance et en rend le partage possible. La justesse immanente d'une œuvre, si elle est reçue, est justice immanente, d'une justice déjà rendue aux différentes cultures qui cherchent à se communiquer par leur art. Alors, l'expression se communiquer n'est pas très heureuse, je francise un terme allemand sur lequel je n'ai pas eu le temps de réfléchir, c'est sich vermitteln, se communiquer, se médier. Je l'emprunte à Arnold Gehlen dans son travail sur l'esthétique. Sich vermitteln, Arnold Gehlen, dans un ouvrage qui s'appelle Zeitbilder. Donc esthétique et sociologie de la peinture. Et ce qui est très intéressant, c'est que cet ouvrage se fait au moment où Adorno produit aussi ses dernières œuvres. Et les deux, quand bien même ils ont une carrière qui les distingue tout à fait, Gehlen, qui passe pour être un des tenants donc, de l'anthropologie philosophique, d'une philosophie des institutions, donc qui est par beaucoup d'aspects, alors elle a une prescription, enfin, nous intéresser très forte, mais ça passe pour être une philosophie très conservatrice, mais sur l'analyse qu'ils offrent au même moment de l'art, de la modernité et de l'art contemporain, quand bien même leurs carrières les ont toujours opposées, Adorno et Gehlen sont vraiment très proches, et dans des débats, ils s'autocongratulent sur le fait qu'ils tombent d'accord pour l'essentiel. Donc c'est un ouvrage qui n'est malheureusement pas traduit encore en français, mais qu'il est intéressant de lire comme pendant à la théorie esthétique ou à l'introduction à la sociologie de la musique d'Adorno. La phrase admirable de Dufresne, la vérité, je cite, la vérité dont se réclame toute œuvre authentique n'est pas la vérité de la représentation, mais au-delà la vérité de l'expression. Fin de citation. Serait à entendre comme refus d'une vérité dans l'art au profit d'une vérité de l'art. Cette vérité défie toute topique que l'on souhaiterait attribuer à l'art, toute exclusivité locale de pur prestige à partir de laquelle on définirait l'art. Il n'est de différence que de style et de destination, aucune différence de nature ne distingue la sculpture d'Amès Néfertari du Louvre et la source d'Ingres dans la simplification qu'elles opèrent du modelé. Là, je vous fais passer des œuvres pour donner un exemple de ce qu'on peut entendre par ce que je viens de dire. C'est une référence ultra rapide. Rien uniquement, tu ne dis pas quelle est la référence. Mais ça, après, j'en parle après. Ah bon, parfait. Donc là, ce que j'essaie de dire, c'est envisager dans des termes propres à un certain idiome artistique, l'expression, elle joue en deçà des distinctions stylistiques ou bien chronologiques. Par exemple, en termes de composition, et donc ce que je me suis amusé à faire, c'est par exemple, quand on parle de simplification du modelé, à ce moment-là, on peut, je vous fais passer ça. Donc là, on a une œuvre qui date, donc c'est le Nouvel Empire égyptien, c'est moins 1550, moins 1069 à peu près. Là, vous avez un 1, c'est peut-être plus parlant avec Cranach. Mais à savoir la simplification du modelé et le fait que les proportions ne suivent pas un canon naturaliste, voilà quelque chose qui relève d'une appréciation propre à la peinture et que j'appellerais expressif et qui n'est pas fonction de l'histoire de l'art, qui n'est pas fonction des origines, à savoir si on envisage à cet endroit-là l'art
dans ces fonctions expressives, on perd aussi toute notion, donc ce que je disais, refus d'attribuer une topique, on perd aussi l'idée d'une étrangeté de l'art, à savoir il n'y a pas d'art exotique auquel opposer un art occidental. D'un point de vue très abstrait, hein, si on envisage ses qualités internes. Donc je vous fais passer ça déjà, et donc là j'entendais simplification du modèle par exemple. Donc on a respectivement ça c'est 1, et ça c'est crâne droit. Alors c'est un petit peu moins visible peut-être dans 1, mais en tout cas dans les deux, là je pense que ça... J'invite Thierry à intervenir sur ces questions. Et je cite un autre exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un montagne? Alors là on a une sculpture... Vous pouvez... Voilà. Là, non, vous n'arrangez pas. Égyptienne? Oui, c'est ça. C'est Ahmed Nefertari. Oui, là, vous avez un crâna. Ah, c'est ça, crâna. Et puis là, vous avez la source. Donc, je parle de simplification du mot comme une qualité expressive. Et à ce moment-là, on sort de l'idée aussi d'un prestige associé à un art occidental, etc. Ou quand je disais un simple motif ornemental peut nous dire plus qu'une composition historique prestigieuse, c'est ça, saisir la qualité interne d'un art, ça nous fait sortir de ce rapport aussi à l'étrangeté que peut constituer les arts. Si on arrive à saisir ce moment abstrait de la composition, les différences sont des différences locales. Et l'idée, c'est qu'on sort du prestige associé aussi à un certain art occidental. Donc, et je vous cite d'autres exemples. Il n'est de différence que de style et de destination. Je vous citais aussi, pour leur exaltation de la beauté des corps nus, qui se traduit chez l'un et l'autre par une déformation des proportions, au profit d'une distribution rythmique que n'entend pas le cloisonnement des formes, je vous passe La joie de vivre de Matisse, et puis Le bain de Kiyonaga. Alors ça c'est 1787 et ça c'est 1905-1906. Donc je fais un rapprochement. Alors, non, ça c'est un Matisse, La joie de vivre. Alors, c'est simplifié par le fait qu'il y a une analogie des thèmes représentés. Mais c'est pas ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire tiens, ils sont nus ou tiens, il y a un bain. C'est en fait pour faciliter l'appréhension de ce moment que je parle de reconnaissance des qualités formelles et expressives. Donc, mais en réalité, le sujet représenté, c'est pas ça qui compte. On n'est pas dans la question du sujet représenté ou de l'absence de sujet, on est dans la configuration et dans la composition comme étant ce qui fait tenir l'œuvre. Donc c'est vraiment uniquement pour simplifier, pour le rendre visible. Donc voilà, Matisse, La joie de vivre, et Kiyonaga, 1787. Donc ça doit être là, et donc je pense. Et puis je me disais aussi, on parle souvent peinture sans montrer les œuvres, donc c'est peut-être plus... Et alors, je vous montre aussi deux autres pièces, une de Degas et une d'Utamaro. Alors là, à la proximité du... Ça c'est Degas et ça c'est Utamaro. Alors, dans ces deux-là, donc deux Cénobins, toujours pour simplifier, alors, ils sont véritablement très différents dans la composition, dans la construction, et là, la puissance formelle accordée à la chose diffère assez sensiblement de ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que toute l'organisation formelle se fait autour de l'épure d'une ligne, en fait, de la courbe du dos. Et donc, même si compositionnellement, c'est pas pareil, même si stylistiquement, c'est pas pareil, dans un cas comme dans l'autre, les auteurs ont un propos qui répartissent différemment. Là, on a une construction plus forte et modelée. Là, on a une absence totale. Comme ce machin grand, voilà. Utamaro. C'est ça, on les voit. Et les présente là. Degas. Ça te le prend. Donc l'idée, c'est celle d'une épure d'une ligne autour de laquelle se bâtit une construction ici proprement puissante, et ici la construction plus délicate dans la touche,
qui naît de l'ajointement de surfaces inégales, en fait, et de la manière dont elles réagissent aussi, je pense, au blanc et au noir des fonds. Donc, encore une fois, c'est envisager la vision à un niveau un petit peu abstrait, mais c'est pour nous faire sortir aussi de cette fascination pour un art exotique ou quoi, si on envisage les choses à un stade compositionnel. On sort un petit peu de la préséance occidentale. Voilà. Alors, je vous mets peut-être les noms. Alors, je ne sais pas comment. Alors, pour Utamaro, en français, est-ce qu'on fait OU ou U? Chez les Anglais, font U. Et puis en français, on aurait plutôt tendance à faire Utamaro. Ou bien translittération aussi. Il n'est d'ailleurs pas inutile de rappeler que de son propre aveu, ce vers quoi la persévérance de Matisse tendait, c'était l'expression. Il le dit, ce que je poursuis par-dessus tout, c'est l'expression. Ce que je... Ah non. Ça se trouve dans ce petit ouvrage, Claude Bintin. J'ai justement cité ce passage-là, parce que dans l'expression, il entend la plénitude de la composition, les rapports justes. Mais, enfin bon, c'est continuer d'intervenir après, mais c'est le rapport entre la forme et l'expression. J'avais souvent cité aussi ce que Nietzsche a dit, le rapport entre la forme et expression de certaine manière, c'est-à-dire une forme qui n'a d'intérêt que par elle-même et non pour ce qu'elle exprime. Alors, est-ce qu'il faut garder le mot expression parce que la forme devient phénomène, se donne à voir, à sentir, à écouter, ou est-ce qu'on peut se passer en fonction de la notion d'expression, ce qui est plutôt ma tendance. Mais pour les arts plastiques, c'est assez important. Pour la musique, je ne sais pas. Mais je suis toujours frappé par le rattachement au monde de la musique. Je découvre après la fois d'ailleurs que la musique est de moins en moins très content c'est ce qu'on se dit d'habitude. On en parlera. L'insistance de Matisse à faire porter la pensée dont témoigne une œuvre sur les seuls éléments visibles de celle-ci et non sur la glose qui l'accompagne, témoigne une fois de plus en faveur de l'idée selon laquelle une œuvre est objet de connaissance sans qu'aucun autre sens qu'en elle-même ne puisse lui être assigné. Là, j'ai fait un petit renvoi à Gehlen. Gehlen, dans ce même ouvrage que je viens de citer, il fait une longue critique des discours occasionnés par l'art moderne, à savoir un tel accroissement de propos sur l'art dont on n'est plus en mesure à aucun moment de justifier de leur appartenance à l'œuvre réelle. Et donc il en fait une sorte de capitalisation de la littérature, une sorte de sphère tout à fait disjointe des œuvres en question. Et donc il pointe ça aussi comme un phénomène très récent d'un accroissement littéraire qui n'est plus en mesure de témoigner de son attachement aux œuvres. Ce que lui essaye toujours de maintenir dans l'ouvrage en question. Si elle recouvre effectivement un sens, elle n'a pas de signification qui fait d'elle un signe renvoyant à autre chose qu'elle-même. Donc c'est ce que j'entendais toujours au début en citant M. Scherrer, qui parlait des expressivités errantes qui donnent sens au monde et à la vie sans vouloir dire autre chose qu'elle-même. C'est la distinction qu'opère Raymond, on dit Rouillère ou Rouillère? Rouillère. Oui, ça se prononce il y a c'est une habitude de parole, mais je l'ai toujours entendu prononcer comme ça. Alors, il a consacré dans la revue de morale et de métaphysique un article à la question où il fait porter l'essentiel de son argumentation sur la distinction entre sens et signification. Et il rattache l'œuvre, pour l'essentiel, il la maintient dans la sphère du sens, les manières dont le sens est produit dans l'œuvre, qu'on le veuille ou non, d'ailleurs là n'est pas la question. À l'inverse d'une signification, encore une fois, où l'œuvre serait le véhicule d'une pensée exprimée. Or, lui, ce qu'il indique, c'est s'il y a des idées en peinture ou s'il y a des idées en musique,
Ce sont des idées musicales ou des idées picturales, donc qui font sens dans leur sphère propre, mais donc il fait en sorte d'évacuer la question de la signification comme étant impropre à son questionnement à ce moment-là sur l'art, puisque c'est aussi atteindre à la dignité de l'art que de vouloir le faire renvoyer a priori à autre chose qu'à lui-même. Donc c'est aussi de lui que j'emprunte cette dialectique sans signification, dans laquelle il faut trancher en tout cas, ne pas utiliser l'un pour l'autre. Une opposition qu'on retrouve quand même chez tous ceux qui veulent justement sauver le sens par rapport à la signification. Il faudrait s'avancer dans le signe, comme chef de guerre, c'est pas faire de la linguistique ou de la sémiologie. C'est-à-dire que par rapport à l'exigence de l'abstraction artistique qui pourrait aller jusqu'à évacuer le sens, qui est ma position, à mon avis la position des gens abstraits ou des lecteurs abstraits de la forme, la position de Heidegger et de Nietzsche, il y a au contraire la signification qui serait péjorée, le cas également de Deleuze, mais on garderait quelque chose du sens. C'est-à-dire un sens qui justement ne se donnerait pas a priori, qui serait toujours du côté de l'événement. Pour moi, il se donne dans la signification comme sphère de ce qu'il faut entendre, soit comme le mot, soit comme entendement, soit comme expression. Un sens, je ne peux pas séparer expression et sens, alors qu'une forme est en dehors de ce champ-là. Et ça, on pourra en parler. C'est toute la question, en tout cas pour les arts plastiques, parce que je ne sais pas ce qui se passe vraiment en musique, en littérature, je vous ai réglé, mais en musique, en tout cas pour ce qui est des arts plastiques, c'est toute la différence qu'il y aurait entre un art discursif littéraire qui serait devenu l'art contemporain, sa mutation, et en particulier donc, dans les arts plastiques, c'est devenir non-art de l'art, mais qui devient un nouvel art, et puis ce qui était un art de la sensibilité visuelle antérieure, à mon sens, c'est ce qui valait, en tout cas qui maintenait un privilège de la forme, de l'invention plastique, une notion que tu n'as pas gardée là dans ton exposé. Qu'est-ce que c'est qu'une expression plastique? Moi j'interviendrai parce que l'expression chez Matisse justement s'oppose à l'expression de l'expressionnisme. C'est la vraie question hein, par rapport aux Français et aux Allemands, opposition entre l'école de Puteaux peut-être et quand on dit Bruckner, etc. C'est-à-dire en fin de compte des lectures stricto-rétiniennes hein, que Duchamp a pointé. Et les Allemands qui sont dans un romantisme, qui a plus introduit la musique et la littérature, parce que l'expressionniste a moins qui ont pris beaucoup. Mais les Français ont séparé les choses, tout en brouillant tout à la fin, peut-être, je ne suis pas sûr. Duchamp, de cette manière, précisant encore peut-être là où se trouverait le clivage entre littérature et peinture, par exemple, parce que la musique n'ose pas faire, tout en ayant le privilège d'une dimension abstraite par excellence, c'est art mathématique, art géométrique. Mais c'est déjà une production de sens de renvoyer la musique au nombre. Peut-être, si le nombre, ça dépend de ce qu'on appelle le sens, dans ce cas-là, il faudrait que le pointer. Si c'est un sens symbolique ou non, c'est pas. Si c'est un sens de cadence, de composition, de rythme, c'est pas un sens, ça. C'est tout le problème de la distinction et de la différence, d'ailleurs. Et là, peut-être que Derrida, qui ne dérigalise pas, dans la voix et le phénomène, bon, Beideutung, ça ne veut pas dire expression, mais c'est la signification exprimée, et qui l'oppose à l'indice, qui justement ne serait pas l'expression d'une présence pleine, mais serait au contraire un décalage, une différence, et donc un déport, chose qu'on ne contrôle pas. L'expression pleine, enfin la présence pleine de la phénoménologie, hein, qui serait vraiment l'évidence, et la véritable sensation de la conscience transcendantale, c'est quelque chose qui est métaphysique pour lui qui arrive du logocentré. Donc, par contre, la liberté, y compris peut-être artistique, l'écriture, ça serait cette idée d'un déport de l'indication. Il n'y aurait pas une expression qui ne soit pas déportée. Et ça, c'est une position très dérivée de la phénomène. Que René a commenté. Non, mais le premier texte qui a été écrit sur Derrida, c'est le texte de René Scherrer sur ce. Je renvoie à ce que tu as fait quand même, René. Tu as commenté la voix et le phénomène. Tu as commenté la voix et le phénomène de Derrida. Non, oui, mais on ne peut pas discuter de cela tant que Hans n'a pas achevé. On ne peut pas achever, on ne va pas se lancer dans des analyses de cet ordre. Je donne la parole à Hans, il faut qu'il achève. Oui, vas-y. Donc cette question, si elle recouvre effectivement un sens, elle n'a pas de signification qui fait d'elle un signe renvoyant à autre chose qu'elle-même. La création artistique et la forme de discours qui en témoignent dénotent toujours par là ce qu'elles contiennent de prescriptions éthiques. Elles ne revêtent aucune fonction instrumentale et ne visent à aucune réduction ou rabattement de leur sens sur les coordonnées d'un déjà pensé. C'est dans la plus grande contrainte de rendre justice à ce qu'est l'œuvre dans sa singularité que saura être gagnée à terme la plus grande liberté d'invention qui se manifestera dans le commentaire esthétique.
L'ascèse du regard et de l'audition qu'appellent les œuvres est un exercice de dépersonnalisation. L'exercice de dépersonnalisation, ça, vous l'avez aussi déjà entendu dans la lettre adressée par Deleuze à Michel Cressol, quand il parle comment on acquiert un nom propre par une ascèse, un exercice rigoureux de dépersonnalisation. Donc l'ascèse du regard et de l'audition qu'appellent les œuvres est un exercice de dépersonnalisation qui n'est pas une inhibition face au sujet à traiter, sur lequel une véritable liberté créatrice peut être gagnée. Donc ce qui relèvera ensuite d'une véritable invention, de problèmes philosophiques, invention artistique, invention musicale. Donc j'essaye de retrouver un peu cette prescription éthique originale. Donc ça c'est bon, le plus ou moins le cœur de ce que j'avais à vous dire. Jusque-là, je voudrais simplement pointer encore sur deux ouvrages donc, que je n'ai pas inclus dans ce que j'essayais de vous dire là, mais qui relèvent, qui témoignent d'un très grand intérêt pour la question. C'est un ouvrage d'un critique musical, donc Edward Hanslick, du beau musical. Donc je vous ai écrit le nom. Ouais. Donc c'est un ouvrage de 1854 et je vous lis juste les 2-3 choses que j'ai notées pour vous le présenter, parce qu'on a là l'exemple. Donc encore une fois, j'essaie de faire la distinction entre ce qui relève d'une pensée esthétique et puis comment des musiciens ou des peintres développent une intellectualité de leur discipline. Vous voyez, donc l'essai d'Edward Hanslick intitulé Du beau musical, vom musikalisch Schönen, peut être considéré aussi bien une critique. Ah, c'est juste quelques notes que j'ai prises. Peut être considéré aussi bien une critique de la contribution wagnérienne à l'idée de Gesamtkunstwerk, donc l'œuvre d'art totale. Donc lui, c'est spécifiquement quelle est la question du beau musical, là où Wagner développe une cathédrale de sens dans le rythme. Donc être considéré aussi bien une critique de la contribution wagnérienne à l'idée de Gesamtkunstwerk qu'un essai de fonder une taxinomie des moyens musicaux employés pour définir le beau musical. Il s'agit d'une tentative radicale de renvoyer l'expression musicale à des traits intraspécifiques et de renoncer à toute volonté de réduire son sens à des moyens étrangers au seul idiome musical. En cela, il dessine en creux une critique du signe sémiotique. L'expression ne renvoie à rien d'autre qu'elle-même, elle n'a pas de dehors. La musique, selon lui, ne peut renvoyer qu'à elle-même, elle est en relation stricte d'identité avec elle seule. Envisagé dans le contexte de l'esthétique, ce qu'il tend à mettre en lumière, c'est la différence entre la représentation, fonction de signe assigné à une signification, et la présentation qui opère dans l'immanence de son idiome, à savoir le son. Pour pertinentes que soient ces vues, observons qu'elles prennent sens dans le seul contexte du développement de la musique instrumentale et qu'elles ne seraient portées sur les musiques tributaires de la doctrine des affects ou de la doctrine des figures. Je vous explique ça dans un instant. À savoir des 16e et 17e siècles. Alors, doctrine des affects, doctrine des figures, c'est tout ce qui nous vient aussi d'Aristote, de Quintilien, etc. Et dans ces musiques des 16e et 17e siècles, le terme de composition, on employait le terme musica poetica. Poétique musicale, c'était la poétique musicale était le terme donné à l'idée même de composition. C'est-à-dire que toute cette musique, elle se base sur une forme de transfert de figures de rhétorique qui deviennent audibles. Quand vous avez par exemple l'expression du dolorisme par des intervalles, vous savez, intervalles diminués, ou bien du chromatisme, etc., chez Gesualdo, etc., c'est une analogie faite entre une figure de style, donc une figure ou l'expression d'un affect, et un équivalent rythme. Par exemple, vous pouvez aussi avoir comment un moment d'excitation va correspondre l'accroissement de la vitesse d'un rythme. Par exemple, chez Monteverdi, le combat de Tancrède et Clorinde, vous avez des scènes de bataille, comme ça vous avez l'évocation des coups d'épée. Dans le Don Giovanni de Mozart, le duel entre Don Giovanni et le commandeur, vous avez l'évocation des coups de sabre par des traits ascendants de cordes.
Donc en fait, ce qui est très intéressant en musique, c'est que l'idée d'une musique pure que représente Hans Smick, en fait, c'est une idée qui relève du romantisme, à savoir l'idée d'un absolu musical, etc. Mais la musique, vous pouvez lui faire dire aussi bien, vous pouvez la faire relever de termes strictement musicaux, rapport de nombres, de cadences, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle s'est bâtie sur un rapport au texte. Donc la musique, elle accepte les deux types de discours. Et ce qui est très intéressant, c'est que les pièces les plus abstraites du dernier Debussy, les dernières sonates par exemple, eh bien vous pouvez ou la mer, vous pouvez toujours trouver d'une manière cryptée en fait un rapport au texte. Debussy a été exceptionnel dans ses jeunes années pour sa compréhension musicale des textes symbolistes qu'il a mis en musique. On parle toujours d'impressionnisme musical, mais en fait c'est beaucoup plus un rapport au symbolisme. Et donc même la musique dans ce qu'elle a de plus abstrait, vous arriverez toujours à retrouver, même dans, je ne sais pas, la symphonie de Weber, l'opus 21, vous savez, les pièces qu'on présente comme la naissance du dodécaphonisme, etc., donc purement abstraites et tout ça, en réalité, vous retrouvez toujours des strates de sens qui reviennent de la Renaissance, ce moment où il y a eu cette prise de conscience du rapport musique, enfin pas prise de conscience, mais du moment où ça a été exacerbé dans ce qu'on a appelé la seconde pratique. Donc vous avez auparavant la musique, les palestrinains, etc. Et puis 1605, le 5e livre de Madrigal de Monteverdi, ce qu'on a appelé la seconde pratique. Alors ça a été la révolution totale, où tout à coup, Monteverdi, il se base sur le texte, et il fait une sorte de transcription ou d'évocation musicale d'éléments visuels. Vous avez une œuvre, par exemple, qui représente au début un lever de soleil. Alors, la plupart des instrumentistes, ils vont tout de suite vous faire un truc corné, mais en fait, la version la plus juste, c'est un unisson et un accroissement dans tous les registres, et un retour à un unisson, et ça représente ce moment de l'aurore matinale, par exemple. Donc, en fait, en musique, on peut tout à fait tenir les deux types de discours, et dans ce qui se présente comme de plus abstrait, on peut faire intervenir la question du sens. Donc voilà. Excuse-moi une toute petite seconde. Je dirais même que c'est au sein de la plus grande abstraction que se sont trouvées les plus grandes spéculations sur le sens. J'étais hier à aller voir, tu l'as vu aussi, peut-être certains d'entre vous aussi, l'exposition très intéressante au musée d'Orsay sur la peinture dite mystique. Je ne sais pas si le terme de mystique est particulièrement opportun, mais enfin, c'est effectivement une peinture qui est toute entière, ou je crois la plus grande partie, qui se veut animée d'une évocation d'arrière-fond spirituel, de mystère, etc. Au centre de se trouvent les nabis, les nabis qui sont les prophètes, et qui sont connus d'ailleurs par Maurice Denis, Sérusier, Gauguin et d'autres. Mais justement, les nabis, c'est pour ça que je le cite, parce qu'il y a là celui qui a donné la peinture, la définition apparemment la plus formelle de la peinture, qui est Maurice Denis, justement, lorsqu'il a donné cette définition célèbre. Il faut toujours rappeler que la peinture, c'est un ensemble de couleurs sur un plan, ordonné dans un certain ordre. Précisément, Maurice Denis est un peintre spirituel, est un peintre qui s'est orienté même vers une expression intentionnellement religieuse de sa peinture, et l'ensemble des nabis ont fait des tableaux qui, par l'intermédiaire, je reviens à ça pour ne pas être long, ce que tu avais dit, par l'intermédiaire du symbolisme, c'est-à-dire que c'est précisément le plus abstrait qui rejoint en quelque sorte le plus chargé de sens, et même de sens au sens fort et particulier de signification que tu as rappelé. C'était non seulement un sens, mais une signification. Deleuze joue beaucoup sur la différence. Sartre aussi. Husserl n'a pas mentionné cette différence, et ça ne l'intéresse pas.
observe très curieusement d'ailleurs, alors que cette différence entre sens et signification, à mon avis, me semble tout à fait essentielle. C'était Frege, le logicien Frege, qui avait lancé cette idée, la différence entre sens et signification. Il y a des choses, par exemple, mettons, la Lune bon, est un satellite de la Terre. Bon, mais alors, ça c'est la signification de la Lune. Mais on peut l'appeler, lorsqu'on dit c'est l'astre des nuits, c'est ce que Fourier considère comme il appelle ça, une lanterne nocturne, etc. Tout ça, ce sont des sens qu'on peut lui donner, mais les sens divers varient. La signification, elle, est donnée comme une définition stricte. C'est un peu ça la différence de Frege, sens et signification. Mais effectivement, les sens peuvent être très... Mais alors, je te laisse la parole parce que je ne vais pas me laisser entraîner. Vas-y, maintenant. Et donc, je voulais simplement vous lire une ou deux choses de sa part pour voir à quoi ça correspond, ce que je vous ai dit dans ce qu'il en dit effectivement. Donc, ça pose aussi la question, ce qui lui importe, c'est de poser la distinction très claire entre les moyens d'expression des différents arts. Donc, en étant aussi à cheval sur la terminologie musicale, il appelle de ses voeux le fait que les autres disciplines aussi, pour qu'elles puissent communiquer entre elles, fassent une sorte d'épure de leur vocabulaire. Donc il dit par exemple, l'étude philosophique d'un art conduit nécessairement à la question de son contenu. La différence de contenu entre les arts, et par là même la différence fondamentale de leur mode d'expression, résulte nécessairement de la distinction des sens auxquels ils sont liés. Donc encore cet ancrage dans la sensation, il maintient la notion d'expression, mais il tient à faire le distinguo entre les différents arts. Et là, pour revenir, enfin, ce qui consonne avec ce qu'avait dit Raymond Ruyère dans les années 50, les idées qu'expose le compositeur sont d'abord et avant tout purement musicales. Donc il maintient la sphère de l'idée, mais ce sur quoi il insiste, c'est quel serait le propre d'une idée que l'on appellerait musicale, que l'on appellerait picturale, etc. Et donc, quelles sont leurs formes d'expression. Donc, Hans Lick, dans la manière dont parmi les premiers, dont il en revient strictement à une considération du seul matériau musical pour établir sa pensée, j'en fais une forme de devancier d'Adorno. Adorno qui, lui, a une formation musicale très ouvragée, il a été élève de Berg, il a eu parmi ses camarades des étudiants également de Schoenberg, etc. Donc il connaît tout à fait la musique de l'intérieur, il a lui-même composé. On joue encore occasionnellement en Allemagne certaines de ses œuvres pour quatuor à cordes. J'ai vu certains de ses exercices d'étudiants, donc des exercices d'orchestration sur des pièces de Schumann, etc. Il connaissait le métier. Et donc, quand bien même il ne cite pas Hans Lick, je pense qu'il ne le cite pas parce que justement, par beaucoup d'aspects, il est souvent proche, à 100 ans d'intervalle. Mais Adorno maintient aussi ce questionnement du rapport de la composition et de l'expression. Et dans sa théorie esthétique, il a tout un chapitre consacré à la question de l'expression. Apparence et expression. La construction est tautologiquement inhérente à l'expression dont elle constitue le pôle inverse. Donc là, il a toujours ce sous-texte adornien difficile de maintenir des opposés. Donc je ne reviens pas sur la question du pôle inversé, mais la construction est tautologiquement inhérente à l'expression. Aussi, il faut savoir qu'en allemand, ça se dit Konstruktion wohnt der Expression tautologisch inne, der sie polar angegeben ist. Qu'on peut traduire de la même manière par soit être inhérent, soit être immanent. Donc, la construction est tautologiquement inhérente à l'expression, ou bien, si vous préférez, la construction est tautologiquement immanente à l'expression.
Donc tout son questionnement, c'est de maintenir le moment de la forme compositionnelle et de l'expression. Il donne une définition de l'expression, mais qui est assez compliquée. Toutefois, ce par quoi les œuvres d'art sont plus que l'existence n'est pas une fois de plus une réalité existante, mais leur langage. Les œuvres authentiques parlent, même lorsqu'elles refusent l'apparence, depuis l'illusion fantasmagorique jusqu'au dernier souffle d'aura. L'effort pour les expurger de ce que la subjectivité contingente exprime purement et simplement au travers d'elle confère involontairement à leur langage encore plus de relief. C'est ce que signifie le terme d'expression dans les œuvres d'art. C'est un peu compliqué, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il s'agit d'expurger de la subjectivité contingente, à savoir de ce qui s'imprime comme glose sur l'œuvre. Alors, je reviens juste sur la notion de fantasmagorie, parce que c'est un terme vraiment essentiel chez Adorno et difficile, qu'il emploie partout sans le définir, sauf dans son essai sur Wagner. Et son essai sur Wagner, c'est un ouvrage qu'on n'est pas lu. Et par fantasmagorie, donc, vous savez que chez Adorno, il y a la manière dont les modes de production sociaux s'inscrivent dans l'œuvre. Et ce qu'on appelle la micrologie, ou l'image dialectique chez Benjamin, c'est le regard qui fait qu'on va voir comment une œuvre, dans son autonomie, est porteuse des contradictions internes d'une société, et comment par leur reconnaissance, elles sont levées. Donc c'est ça qui fait l'autonomie de l'œuvre d'art chez Adorno. Autonomie, pas dans le sens où elle serait dans une sphère séparée, mais en ce qu'elle reflète les modes de production sociaux comme leur inverse. Et le regard micrologique, c'est d'exhumer cette tension interne. C'est très sophistiqué. Si vous voulez l'idée d'image dialectique, qui est l'équivalent de la micrologie, vous trouvez ça dans le 3e volume des œuvres de Benjamin, à Paris, capitale du 19e, donc qui précède, dans l'ouvrage, ça précède l'œuvre d'art à l'époque de la reproductibilité. Et là, vous avez, de mémoire, page 61, il parle d'image dialectique. L'image dialectique ou regard micrologique, l'image dialectique, c'est des choses similaires chez l'analyse. Et fantasmagorie, donc justement, il en parle chez Wagner parce qu'il appelle fantasmagorie la dissimulation dans une œuvre des modes de production. Donc pour lui, une œuvre est autonome et se maintient comme autonome quand elle reflète, comme leur opposé, les modes de production qui s'inscrivent dans l'œuvre. Comment est-ce qu'on les repère? Par ce qu'il appelle la médiation. Et les médiations, c'est justement cette médiation entre l'œuvre et la société, l'œuvre comme autonome, mais comme n'étant pas absente de la sphère de la société. Il n'est pas du tout dans un schéma d'art pour l'art. Et c'est une récusation, entre guillemets, de l'esthétique de l'art pour l'art. Il dit mieux vaut pas d'art du tout qu'un art de l'art pour l'art. Donc c'est extrêmement subtil, mais ça c'est ce qui tient c'est son hegelianisme hétérodoxe. La fantasmagorie, c'est dans l'œuvre la dissimulation de ces modes de production pour faire croire qu'ils sont déjà levés, que ce hiatus interne à la société est reflété dans l'œuvre, qu'il ne se pose pas, ou alors qu'il est dépassé par la sphère de l'art. Et c'est ce qu'il reproche à Wagner. Il y a donc un chapitre qui s'appelle Fantasmagorie dans son essai sur Wagner, où il montre comment Wagner crée une impression de fausse éternité dans la scène du Venusberg de Tannhäuser, donc comment Tannhäuser mène sa vie avec Vénus, avant de chercher à être élimé et puis d'entreprendre à se rapprocher d'Élisabeth, la sainte et puis Élisabeth. Donc c'est l'impression de fausse éternité, la dissimulation du hiatus de la société dans l'œuvre d'art. Et donc il critique Wagner pour ça, pour cette fausse impression d'éternité. Voilà, illusion d'éternité, parce qu'il confère un statut particulier au temps comme étant ce qui donne à voir le mode de production. Donc le temps musical, il en fait aussi un reflet des modes de production, c'est vaste comme thème chez lui, mais en tout cas, l'éternité chez lui, elle est à comprendre dans un sens péjoré, parce que c'est une fausse stase, une fausse réconciliation. La fantasmagorie, c'est ce qui relève de ce qu'il appelle, c'est une très belle expression, les normes
de la beauté de la société laide. Donc, encore une fois, l'intérêt de l'autonomie de l'œuvre pour lui, il se dégage du fait que l'œuvre, elle est prise dans un monde d'hétéronomie, mais cette hétéronomie, elle se reflète aussi dans l'œuvre. Et c'est ce qui lui fait dire, comme plus tôt dans l'année dans le séminaire, vous aviez parlé de Riegel et de l'idée de Kunstwollen, à savoir de vouloir artistique. Adorno, il dit une œuvre n'est pas la somme des volontés, des intentions de l'artiste préalables à la réalisation de l'œuvre, et fait abstraction du moment où les modes de production s'inscrivent dans l'œuvre. Donc lui, il est aussi à cet endroit-là, pour rebondir avec ce que vous aviez dit précédemment, il est à cet endroit aussi critique de Riegel. Donc voilà, oui, mais c'est parce que Adorno veut absolument retrouver ce qui est compréhensible, puisqu'il est marxiste, et puisqu'il se dit marxiste, il veut le retrouver.